Taj. Donc là, c'est Grace qui va nous parler rapidement de Grace. On va échanger avec elle là-dessus. N'oubliez pas, hein, le principe, c'est que si jamais un de ces livres, vous l'avez déjà lu ou vous voulez interdire, n'hésitez pas, on est en petit comité. Voilà. C'est la palabre. Hein, donc Taj, c'est un auteur indien et qui raconte en gros la construction du Taj Mahal. C'est bien ça. Oui. Donc, il nous raconte cet auteur nous raconte la construction du Taj Mahal, mais d'une manière qui était plutôt bien pensée. C'est-à-dire que le livre est séparé en deux parties. On a une première partie où on a tout d'abord l'histoire d'amour de ce prince... excusez ma prononciation. Shah Jahan. Moi, c'est comme ça que je le prononçais dans ma tête. C'est ça? Bon. Shah Jahan, oui, c'est ça. Shah Jahan, la construction, l'épanouissement de l'amour qu'il a avec la jeune fille Arjumand. Et d'un autre côté, on a la construction même du temple à la mort de son épouse. Qu'est-ce qui va l'amener à construire ce temple? Comment est-ce que les ouvriers sur place, un ouvrier en particulier sur place, va donner sa vie entière? Un sculpteur, qui va donner qui va donner sa vie entière à la sculpture du paravent du temple, etc. Donc on suit ça en parallèle, chapitre impair. Les chapitres se succèdent. Un chapitre qui est dans le passé, sur l'histoire d'amour. C'est ça. Et un chapitre qui est dans le... Bon. Dans le futur. Dans le futur du Taj Mahal. Voilà, donc, qui est de la construction. C'est ça. Donc déjà, rien que de construire le livre comme ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'il part de faits historiques, de personnages historiques, de données historiques. Donc c'est pas forcément évident de retracer d'un trait comme ça l'histoire d'amour à la construction du temple. Il a eu cette idée, j'ai trouvé déjà pour commencer que le concept était bien construit. Parce que j'ai lu d'abord le prologue, je me suis dit pourquoi il fait ça. Et finalement, ça fait sens. Ça fait sens, les chapitres se font face, etc. Il y a du sens. Au début, j'étais un peu perdu quand même. À un moment, il faut un petit moment pour s'adapter un peu. Mais après, ça fait sens. Donc, si je devais parler, je vais essayer de parler d'abord de l'histoire d'amour qu'il construit avec son épouse. C'est une histoire d'amour qui commence très tôt. On est en Inde dans les années 1600, on se marie jeune, on cherche à avoir beaucoup d'enfants, etc. Leur histoire commence très très tôt. La jeune fille, Arjumand, elle a 12 ans quand elle commence à tomber amoureuse de son prince. Et le prince lui aussi tombe amoureux, il a 15 ans, c'est le coup de foudre, c'est très intense comme sentiment. Leur histoire d'amour, c'est très intense. Ouais, c'est très gnangnan, très sûr. Non, mais je finis d'abord ce que je voulais dire. Pas les histoires d'amour, c'est ça. Je finis d'abord ce que je voulais dire. C'est que c'est très intense comme sentiment. C'est écrit en plus, je sais pas si c'est le style hindou, j'ai pas lu assez d'auteurs indiens, mais j'ai l'impression que certains auteurs indiens aiment bien aussi raconter ça vraiment à la manière d'un conte. Ça fait que ça ressemble un peu à le film. Ouais. Non, franchement, c'est pas loin de ce qu'on avait chroniqué. Exactement, sur les épices, la vendeuse, la maîtresse des épices, exactement. Donc Banagerki, bon bref. Banerjee, quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc c'est une histoire d'amour très intense qu'on va vivre au fil des années. Ils ne réussissent pas à se marier immédiatement parce qu'il y a des enjeux politiques forcément derrière tous les mariages. C'est un prince, il n'a pas le choix de qui il va épouser. Tous les mariages des princes, ils se font parce qu'il y a un accord politique. Exactement, parce qu'il y a un accord politique. Donc on vit cette histoire d'amour sur tous les chapitres impairs, il me semble, du livre. Alors si je dois parler de l'écriture, etc., c'est magnifique, c'est écrit à la manière d'un conte. J'ai lu certains livres d'auteurs indiens, ça m'a plu. La manière aussi de faire m'a plu, mais... Et le mais arrive. Parfois on respire. Parce que sur X pages, mon prince, mon amour, mon adoré, mon aimé, ma princesse, mon mon univers, ma c'est un peu lourd, quoi. C'est vraiment quand on a... Voilà, Barbara Cartland, Bibliothèque Rose... Non, c'est pas ça. Je pense que l'intention était... Je pense que c'était l'intention parce que... De montrer à quel point ça devait être quelque chose de très très fort qui implique que ce type-là aille construire quelque chose de... Le Taj Mahal, oui. Je pense que c'est ça qui explique qu'il se soit donné
vraiment qu'il ait donné ce type de sentiment à ces personnages. Donc, je pense pas que tout soit absolument historique, mais Non, il fallait parce qu'il que nous, voilà, il fallait qu'on comprenne l'intensité le des côté historique, sentiments. c'est la construction, mais par C'est contre, ça. ces personnages auraient vraiment existé Ils et ont qu'en vraiment en Inde, existé. on dit aussi que le Taj Mahal a été construit par rapport à ça. Après, lui, Oui, c'est ça. il invente son histoire. Et le personnage de Mouari, c'est un personnage fictif, par contre, pour Oui. expliquer un peu les étapes de la construction. C'est ça. Donc pour moi, c'est très intense comme sentiment, c'est très lourd, c'est presque pesant quand on le lit, mais ça explique pourquoi le prince Shah Jahan a décidé de construire un temple aussi gigantesque Au-delà de qui ça, représente c'est juste parti... le tombeau de sa femme. Hein. Exactement. C'est juste ça. Les parties, en fait, il n'y a pas que l'histoire d'amour. Hein, Oui, bien sûr. Attendons. C'est vraiment, là, pour le coup, le fonctionnement du royaume, avec le fait que le prince Shah Jahan, il a un frère, par exemple, qui a essayé de prendre le pouvoir sur son père. Et d'ailleurs, c'est ignoble, parce qu'il ne peut pas tuer un prince de sang. Donc, ce qu'ils font. Et comme il ne veut pas l'envoyer en exil, parce que ceux qui partent en exil finissent par revenir pour venir réclamer le trône, on lui crève les yeux et on l'attache à un esclave. Et il est comme ça abandonné. Donc tout le monde sait que ça c'était un prince. Il erre comme ça dans les palais. Donc attention, l'histoire d'amour elle est gnangnan, mais le texte en lui-même, il est dur. Le comprendre, parce qu'il faut voir que ils sont, eux, il y a tout ce qui est noble ont un pouvoir de vie et de mort sur tous ceux qui sont autour d'eux. Donc il y a des choses qui sont mais vraiment parfois violentes, il y a des descriptions qui sont parfois violentes. C'est vraiment que l'aspect histoire d'amour entre ces deux-là qui peut sembler vraiment très très léger, mais c'est vraiment des choses qui sont beaucoup de guerres, des complots. Mais les descriptions ne sont pas crues. Hein. Voilà, les descriptions ne sont pas crues, mais vraiment c'est quelque chose qui est... Après, moi c'est vrai que on va dire que c'est un petit pavé de 600 pages, mais il y a au moins 90 pages que, pour moi, au début, c'était vraiment ajouté dans le sens ça où... me surprend pas, mais c'est ajouté dans le sens où que... c'était vraiment... C'était très lourd, c'était très descriptif, c'était très... Après, ça dépend de ce qu'on aime comme écriture. Hein. Moi, ça manquait de dynamisme, c'était très gnangnan. Vraiment, on va dire, pour moi, les 80-90 premières pages, j'ai eu un mal fou à rentrer dedans. Si c'était pas pour les palabres, c'est le genre de livre qu'on a tendance à peut-être laisser sur le côté. Et on aurait tort. Parce qu'à un moment, justement, ça devient beaucoup plus dynamique, ça devient beaucoup plus... Il y a beaucoup d'intrigues et des choses vraiment très, très, très dures. Même ce prince-là, quand à un moment on devient empereur, il est aussi... Ils sont très, très, très durs. C'est quelqu'un qui affame tout son pays, qui est au bord de enfin, c'est qui le pays périclite, parce que donc le royaume, parce que c'est son temple. Donc tous les impôts, tous les machins, la priorité, c'est le temple. Et ce sculpteur-là aussi qui fait la voûte, qui consacre toute sa vie, et son fils prend le relais. Et on voit pendant 15 ans, ça prend 15 ans à construire ce truc-là. Et c'est juste la voûte, pas le palais. Voilà, pas le palais, juste la voûte. Sculpter le paravent ça prend 15 ans de sa vie pour sculpter ça. Et tout ça parce que c'est un mausolée, c'est un tombeau pour Arjumand quand elle décède, et que le prince considère qu'il faut que l'amour de sa vie repose dans le plus beau monument au monde. Il fait détourner le cours d'une rivière pour que ça se reflète dans la rivière, etc. Là, on a vraiment... Moi, ce que j'ai adoré... Bon, sur les 90 premières pages, je te rejoins et je te rejoins pas. Bon, malgré le fait que c'est vrai que c'est un peu lourd, on a envie de secouer un peu la jeune fille, de dire bon, réveille-toi quand même, t'es dans, je sais pas, réagis, mais au final elle se marie avec son prince, donc on se dit bon, elle a eu raison d'attendre 5 ans. Parce que c'est pas banal, hein, parce qu'à 12 ans, eux, à 16-17 ans, la femme, elle est vieille, parce qu'il faut voir que les gens meurent tôt, donc on se marie très tôt, on essaie d'avoir le maximum d'enfants possible, et donc elle, quand elle a 16 ans, elle est déjà quasiment elle est vieille, on ne peut plus la marier facilement, etc. Bon, c'est tout un tas de choses, mais moi je suis quand même rentrée dedans. On sait que l'histoire d'amour a une vocation à arriver sur des événements qui sont beaucoup plus... terre à terre, j'ai envie de dire. Et puis il y a beaucoup d'autres personnages qui sont autour de ça. Oui. Le personnage de la tante qui est une intrigante, mais vraiment elle est extraordinaire. Hein. C'est vraiment la Matahari, vraiment c'est une grande intrigante et elle réussit à se retrouver, je ne sais pas si on pourrait dire sa princesse ou en tout cas reine. Impératrice. Parce qu'il y a un roi qui est fou amoureux qui lui laisse quasiment les clés du royaume. Ouais, c'est des intrigues de cour. Et il y a des intrigues de cour et tout, et elle est extraordinaire ce personnage-là. Oui. Et au final, vraiment, c'est un très 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 bon bouquin. C'est un très 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 bon livre.
Mais je vous assure qu'au début, j'ai... Non, je suis pas d'accord pour le début. Moi, je sais, enfin, on comprend tout de suite où on va arriver. On sait limite, pour peu qu'on ait quelques connaissances sur le monument, on sait pourquoi, comment ça va se passer, qui sont les personnages, etc. On sait qu'on doit arriver quelque part, on passe par là, bon. Et puis un point super intéressant aussi, c'est que on est dans une période où ce qu'ils expliquent, c'est que tous les empereurs qui se succèdent, ils ont une chose, l'Inde, donc le royaume mongol tient sur le fait que ils ont décrété que tous les sujets étaient libres de pratiquer leur religion. C'est Et facile. c'est ça l'Inde de l'époque. Mais c'est vraiment extraordinaire cette partie-là parce qu'il y a tous ceux qui se succèdent au pouvoir, ils font en sorte qu'il y ait un équilibre. Donc il y a une minorité chrétienne, il y a les hindous, il y a les musulmans, mais il y a une espèce d'équilibre et c'est l'empereur, le roi qui est garant de ça, qui est censé être d'essence divine, qui est garant de ça. Donc ils sont durs, mais sur ces aspects-là, ils sont... Moi, j'ai trouvé que c'était une société... Enfin, si ce qui se passe est réellement historique, j'ai trouvé que c'était une société qui est très en laïque. Avance. Mais vraiment, quand on explique comment c'est structuré, c'est vraiment la liberté de confession est vraiment la chose qui est... Et c'est le rôle du roi de garantir ça, que chacun soit libre. Et justement, au moment où tout est cassé et que ce grand royaume mongol commence à se détruire, c'est que à force d'intrigues, de coups d'État, parce qu'il y a, comme toujours, hein, vous savez, c'est le prince mal aimé, à un moment qui se retrouve... qui se rebelle et qui se retrouve à la tête de ça. Bah, ce mal aimé-là a trouvé ça, je dirais, l'endroit où on l'aimait, chez les mollahs. Et qu'à partir de lui, il décide que non, il n'y a pas de raison que le peuple prie des dieux qui ne soient pas des dieux musulmans, et que ce roi-là, à partir du moment où il écoute les mollahs, il fait détruire toutes les constructions, les temples hindous, il fait tuer des gens, et c'est à ce moment-là que le royaume mongol commence à péricliter, parce qu'il y a des rébellions dans tous les cas, parce que tous les petits royaumes qui sont dans ce grand... Et donc, c'est l'unité. Ouais. Exactement, on perd l'unité du royaume, et le royaume mongol disparaît, parce qu'à un moment, celui qui était garant justement de cette laïcité, je dirais, il a pas rempli son rôle. Et c'est vraiment, et à ce niveau-là, c'est vraiment très bien. C'est vraiment côté très historique, moi c'est un livre plus ou moins historique, mais on a réussi à comprendre l'histoire à travers Et avec une fiction qui se tient. À travers la fiction, j'ai bien aimé le livre. J'ai pas eu de mal à rentrer dedans. Peut-être que l'histoire d'amour, elle est un peu trop... Honnêtement, elle est omniprésente. Passé, présent, futur, elle y est, quoi. mais ça va. Enfin, c'est très intéressant. Vraiment très intéressant. Là, honnêtement, n'hésitez pas. N'hésitez pas si... prenez-le, parce que c'est vraiment une belle découverte. Une belle découverte. Chaque fois qu'on écrit des auteurs indiens, on n'a pas été déçus. Oui, c'est vrai. Et donne envie d'en connaître plus sur l'Inde. En même temps, en général, c'est des auteurs traduits. Et si on a pris la peine de les traduire, c'est parce que peut-être qu'ils étaient bons, justement. Mais très bon. Très bon. Donc Taj, Timiri, Murari, donc il y en a de l'autre côté. N'hésitez pas, servez-vous. En plus, il est en poche. Hein, oui. 9,50 €. Ah oui, bah oui. Pas dit ça. Ah oui. Menu McDo, c'est même pas le prix du menu McDo. Motema koma na esike lingaka